Idalov est un village tranquille d'à peine 50 habitants. C'est un endroit où il fait bon vivre. La nature y est assez sauvage. Elle a peu à peu repris ses droits sur les ruines proches du village. Les hommes et les femmes y vivent de petites choses simples, appréciant une nourriture de qualité et de plaisir facile d'accès. Les villageois ne se posent pas de questions. Pour eux, la vie est toujours restée simple et facile. Mis à part quelques attaques de loups lors des grands froids, rien n'est à signaler. Les chasseurs du village font toujours face aux animaux sauvages, sans subir la moindre perte. C'est d'ailleurs pour cela que le chef du village est si apprécié. Malgré son caractère bougon, il sait prendre de bonnes décisions pour son peuple. Chino, quant à lui, n'est pas un enfant du village. Il a été recueilli alors qu'il était encore trop jeune pour marcher seul. Personne ne sait d'où il vient, ni où sont ses parents. Peut-être ont-ils été attaqués par une meute de loups lors d'un voyage, et ils ont réussi à sauver leur enfant in extremis. Ou peut-être l'ont-ils simplement abandonné sans aucune raison. De toute façon, c'est une question sans réponse. Personne ne sait d'où peut venir Chino. Il n'y a pas d'autre village proche d'Idalov. Les étendues d'arbres et de forêts sauvages entre les villages se comptent en jours de marche. C'est lors d'une battue qu'un chasseur a trouvé Chino dans les bois. Le petit était glacé, arborant une couleur bleuâtre, typique d'un enfant en hypothermie. Chino était presque mort. Il a été sauvé, on ne sait comment. Mais une chose est sûre, sa résistance face à la mort ce jour-là a été exceptionnelle. Il a été recueilli par son sauveur, Harald, un vieil homme rongé par les blessures causées par une vie de chasse et d'exploration. C'est assez étrange, mais Chino a toujours inspiré plus ou moins la peur chez les villageois. Certains imaginaient même qu'il était maudit et qu'il valait mieux s'en débarrasser. Cependant, Harald l'a toujours défendu corps et âme, traitant de monstres ceux qui voulaient s'en prendre à un enfant. Les années ont passé et Chino a été plus ou moins accepté dans le village, même si les regards portés sur lui n'étaient pas toujours remplis de bienveillance. Chino est un garçon très curieux. Il pose sans cesse des questions, mais Harald, son père adoptif, n'est qu'un vieux chasseur qui ne connaît pas la science. Ce n'est pas un érudit. Il ne connaît que la nature. Et malheureusement pour Chino, la plupart de ses questions restent sans réponse. Harald a transmis tout ce qu'il pouvait à Chino, avant de s'éteindre un dur jour glacé d'hiver. Depuis ce jour, la plupart du temps, Chino préfère s'éloigner des gens du village. Il n'a pas vraiment d'amis et personne à qui parler de toute façon. Presque tous les jours, il prend ce chemin creusé par ses propres pas, qui le conduit toujours au même endroit, les ruines d'un palais dont personne ne connaît l'origine. Et aussi étrange que cela puisse paraître, personne ne s'en inquiète. Aucune étude, aucune question. Le palais est là parce qu'il est là. Chino aime s'y rendre et explorer les vestiges du passé, seul dans sa quête de comprendre le fonctionnement du monde. Malgré les avertissements du chef du village et les rumeurs sur les disparitions de ceux qui cherchent à en savoir trop, Chino ressent une force intérieure qui l'oblige à comprendre comment le monde fonctionne. Au bout de son chemin, Chino escalade une petite paroi et pénètre dans les ruines. À la fois angoissante pour les autres, mais si rassurante pour lui. C'est un jour de fête au village. C'est d'ailleurs pour cette raison que Chino préfère s'éloigner. L'ambiance festive et alcoolisée des villageois réveille leur vraie nature, et ils s'en prennent souvent à lui. Posé sur un lit de pierre, contemplant le plafond de ce palais en ruine, Chino rumine. Mais comment peuvent-ils faire la fête alors qu'il y a tant de questions sans réponse ? C'est incroyable de vouloir rester dans cette ignorance. Qui serait assez fou pour ne pas chercher à savoir d'où viennent ces ruines ? C'est incroyable, ces vieux fous n'ont aucune question. Comment c'est possible de vivre comme ça ? Comment peut-on vivre dans l'ignorance ? Tournant en rond, sur son lit de pierre, Chino se demandait s'il ne valait pas mieux quitter le village pour explorer le monde. Mais
Son regard fut attiré par quelque chose d'étrange. Un objet qui n'avait rien de naturel. Une forme qui ne semblait pas avoir sa place ici. C'était une sorte de levier métallique planté dans le mur. Serait-ce une sorte de mécanisme? Ce qui rendait la situation encore plus folle, c'est que Chino était certain que cet objet n'était pas présent quelques jours auparavant. Il se lève, s'approche du levier, lentement, légèrement apeuré, mais trop curieux pour reculer. Il pose sa main dessus et en effleurant à peine le levier, un grognement terrifiant à faire trembler la terre surgit de toutes parts. Le palais semble s'effondrer, la poussière et les roches des murs meurtris par le temps s'écroulent tout autour de lui. Par chance et réflexe, Chino s'abrite comme il peut dans un trou creusé par le temps, évitant de justesse les énormes rochers qui auraient pu le tuer sur le coup. Pendant un instant, Chino regrette amèrement sa curiosité et repense aux avertissements des sages. Mais les tremblements s'estompent et le calme revient. Il est en vie et n'a pas l'air blessé. Le palais tient encore debout, miraculeusement. Chino sort de son abri, cherchant la sortie, et le mur devant lui où se trouvait le levier a complètement changé. Ce n'est même plus vraiment un mur, on dirait plutôt du sable. Sous l'effet de l'adrénaline de ce qui vient de se passer, Chino ne cherche pas à comprendre et commence à se diriger vers la sortie. Mais à ce moment précis, un léger bruit se fait entendre du mur, comme un bruit de bâton qui racle le sable. Chino se retourne en direction du mur et voit des cercles se dessiner. Un grand cercle au centre du mur, puis un cercle moyen à côté du grand, et enfin un tout petit cercle à côté du moyen. Ce mur d'apparence sableuse et en mouvement crée une animation où les cercles interagissent entre eux. Le cercle moyen tourne autour du grand, tandis que le tout petit cercle tourne autour du moyen. Mais que cela peut-il bien signifier? Comment est-ce possible? Est-ce de la magie? Chino reprend ses esprits autant qu'il lui est possible. L'adrénaline redescend et il vérifie qu'il n'a pas de blessure grave. Il hésite un instant à partir, mais ce mur l'attire plus que tout. Il sent qu'il va se passer quelque chose. Il observe le mur et cette animation, mais qu'est-ce que cela peut-il être? Il s'assoit, il observe, il réfléchit, il cogite, et soudain, un petit bruit vient briser sa réflexion. En dessous des cercles, 3 petites cases apparaissent. Chino est ébahi, mais il en est sûr. Il en a trop vu. Il doit se rapprocher du mur. Armé de courage, il tend ses mains en direction du mur. Délicatement, il pose une main sur le mur qui, malgré son aspect sableux, est aussi dur que la pierre. Mais son autre main, elle, posée dans l'une des cases qui vient d'apparaître, rentre dans le mur aussi facilement que dans le sable d'une plage. Il retire ses mains. Rien ne se passe, mais les traces laissées dans la case s'effacent lentement. Chino a l'esprit vif, et cela lui paraît clair. Le mur attend une réponse. C'est une sorte d'énigme. Les 3 cases qui se sont dessinées ici sont sans doute la réponse à ces 3 cercles. Mais comment faire sans indices supplémentaires? Comment deviner? Il est vrai que Chino a reçu une éducation très simple et très modeste. Son père adoptif, Harald, ne pouvait rien lui enseigner. Mais il a toujours fait tout son possible pour satisfaire la curiosité de Chino. Il lui ramenait des tas de parchemins d'érudits qu'il échangeait contre ses prises à la chasse. Harald, bien sûr, ne comprenait pas un mot de ses écrits, mais Chino, lui, les dévorait avec passion. Et c'est à ce moment-là que Chino a eu un éclair de génie. Il se rappelait d'un vieux parchemin d'érudit qu'il avait lu et relu il y a quelques années de ça.
Il lui revient en mémoire que des cercles ressemblants étaient dessinés. Il se rappelle, oui, que dans ce parchemin, le gros cercle représentait le soleil, et les autres, la terre et la lune. Mais bien sûr, tout devient clair. C'est une version simplifiée de notre système solaire qui est représentée sur ce mur. Mais alors, dans ces 3 cases, faut-il écrire une réponse ? Oui, Shino avait vu juste. Après plusieurs essais et plusieurs heures à chercher une réponse, à 2 doigts d'abandonner, il se rapproche du mur. Notre étoile, notre planète, notre lune. Mais qu'est-ce qu'elle représente ? Le cycle ? Le cycle de la vie ? Mais oui ! Effectivement, Shino se rapproche des cases et il écrit ces 3 lettres. V, I, E. Une lettre dans chaque case. Rien de particulier se passe, mais les lettres ne s'effacent pas. Et après quelques secondes, l'animation des cercles s'arrête. Et tout d'un coup, le mur devient instable. Il s'effrite comme du vrai sable et s'étale dans toute la pièce. Shino s'écarte aussi vite qu'il peut, mais il se fait emporter par le sable. Heureusement, plus de peur que de mal, et le calme revient immédiatement après. Là où se trouvait le mur maintenant se trouve une silhouette, une forme humanoïde vêtue d'une grande cape rouge. Cet être reprend vie d'une inspiration très forte et commence même à parler. Enfin libre. Enfin. Qui dois-je remercier de m'avoir libéré ? Shino reste muet, totalement déconcerté et ne comprend plus rien. L'homme qui vient de reprendre vie est grand, très mince, et ressemble aux anciens mages des légendes, tout droit sortis d'une époque considérée aujourd'hui comme mythique. Il se tourne vers Shino et lui adresse ces quelques mots. Alors, gamin, où est celui qui m'a libéré ? Shino, encore sous le choc de la situation, finit par rassembler ses esprits et répond d'une voix hésitante. C'est moi qui vous ai libéré. L'homme le regarde attentivement, ses yeux brillant d'un éclat mystérieux. Puis un sourire se dessine sur son visage. Je vois. Tu as réussi à résoudre l'énigme et à me libérer de ma prison. Tu as mon immense gratitude, jeune homme. Je suis Féanor, le mage légendaire, et je suis redevable envers toi. Mais qui est Féanor ? Un mage ? Vraiment ? Tout ceci devient de plus en plus mystérieux. Que va-t-il se passer maintenant ? Pour savoir qui est ce mage mystérieux et légendaire, je vous invite à suivre le prochain épisode d'Endora.